Bonjour et bienvenue dans le podcast Disparu. Aujourd'hui, je viens vous raconter l'affaire des disparus de Lyon. Enfin, il s'agit plutôt d'affaires criminelles imbriquées les unes dans les autres comme des poupées russes. Tout commence quand des filles de la DAS, des pupilles de l'État, disparaissent près d'Auxerre dans l'indifférence générale. Certaines sont retrouvées mortes, d'autres torturées dans le sous-sol d'un pavillon d'Apoigny. Pendant ce temps, des dossiers disparaissent du tribunal d'Auxerre, des juges et des procureurs refusent d'enquêter et de statuer, des directeurs d'instituts médicaux et éducatifs maltraitent et violent leurs pensionnaires, un gendarme se suicide avec 2 balles de 22 longs rifles, et un couple apparemment bien sous tout rapport enlève des femmes pour vendre leur supplice à Monsieur Tout-le-Monde, ce qui rappelle bien sûr l'affaire Mazan. Sans parler d'un chauffeur de car connu de tous, un certain Émile Louis. Les disparus de Lyon, c'est un scandale français, qui implique de nombreux notables, un maire, ancien ministre, un médecin, des conseillers municipaux, des juges, des procureurs, des responsables d'instituts et d'associations pour les handicapés, et j'en passe. Mais les disparus de Lyon, c'est avant tout leur histoire à ces femmes, leur parcours de vie. C'est aussi le courage et la détermination de ceux qui ont enquêté, défendu et rendu publiques ces affaires, parfois au prix de leur propre vie. Puisqu'il y a de quoi se perdre, on va aborder les faits dans l'ordre chronologique. Il est temps de rejoindre la Bourgogne pour découvrir le scandale des disparus de Lyon. Chapitre 1. Une série de disparitions. Au début de l'année 1970, les chutes de neige sont fréquentes sur tout le pays. Ce n'est pas un temps à se débarrasser d'un cadavre, la terre est trop dure pour creuser. Un tueur en série expérimenté le saurait, mais un tueur qui débute, toujours est-il qu'en un mois, 2 femmes disparaissent dans Lyon. D'abord, Elisabeth Fontaine, 27 ans. Vers 19h le 12 janvier, soit 2 jours après avoir commencé son poste d'intendante du collège de Toussy, quitte en pleine tempête de neige son logement de fonction. Son repas est pourtant prêt sur la table de la cuisine. Sa voiture n'est pas garée à son emplacement habituel. Le 18 janvier, on retrouve la Peugeot 104 blanche sur les quais de la République, le long de Lyon, à Auxerre, à près de 30 km de Toussy. Les réglages du siège ne correspondent pas à la taille d'Elisabeth. Aucune empreinte n'est relevée, ni dans la voiture, ni dans son appartement. D'ailleurs, on ne demande pas ses relevés téléphoniques, on ne fait pas d'enquête sur son entourage, on ne demande pas de photos à sa famille, et on n'identifie pas non plus la cause de sa mort quand son corps est retrouvé le lendemain, coincé dans une écluse de Lyon, à Auxerre. Un suicide, disent les autorités à la famille, sans que ce soit noté nulle part. Un simple résumé de rapport d'analyse mentionne que ces analyses n'ont révélé aucune anomalie. Puis le dossier sera perdu par le tribunal d'Auxerre et fera l'objet d'un non-lieu en 1979. La routine, vous verrez. Moins d'un mois plus tard, le 10 février 1970, 3 enfants qui jouent dans un terrain vague d'Auxerre découvrent le corps de Lucette Evin, 21 ans. Elle était blonde aux yeux bleus, une jeune femme discrète, une pupille de l'État confiée à la DAS, la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Elle venait de commencer son emploi de secrétaire dans un garage automobile. Le dossier disparaîtra aussi du tribunal d'Auxerre, donc quand l'affaire ressortira 30 ans plus tard, 2 éléments seulement seront retrouvés. Le compte-rendu du médecin appelé sur place qui mentionne, je cite, des marques de strangulation à gauche, un hématome, des griffures au niveau du poignet droit et de la tempe droite, et le procès-verbal rédigé par le commissaire qui se termine par meurtre et viol probable. Le dossier ayant disparu, la procureure en 2002 dira à la famille que la mort de leur fille avait, je cite, dû faire l'objet d'une ordonnance de non-lieu, soit par l'absence de l'identification de l'auteur des faits, soit par la confirmation de la thèse du suicide. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui relie ces 2 jeunes femmes, à part le, je m'en foutisme du tribunal d'Auxerre? On y reviendra. Faisons un bond dans le temps, un bond de 7 ans. Christine Marlot rêve d'être infirmière ou de s'occuper de bébés, rien à voir avec la formation de couture qu'elle reçoit à l'IME d'Auxerre, d'où elle fugue le 13 décembre 1976.
Sans avoir fait de recherche pour la retrouver, le directeur de l'Institut médical et éducatif de Gratry à Auxerre, donc l'IME, Pierre Charrier, écrit à l'inspectrice de la DAS. Depuis le 13 décembre 1976, Christine Marlot est absente de l'établissement. Sa fugue se poursuivant, je vous serai très reconnaissant de bien vouloir me faire savoir si et jusqu'à quand je dois la maintenir sur la liste des élèves fréquentant l'établissement. Mais Pierre Charrier ne contacte pas les autorités. Christine rentre et fugue de nouveau avec une autre pensionnaire qui reviendra au foyer. La date de la disparition de Christine Marlot est donc fixée approximativement au 23 janvier 1977. 2 mois plus tard, Pierre Charrier écrit de nouveau à la DAS pour les informer qu'il a pris contact avec un autre établissement à Dijon afin de placer Christine après ses fugues. Le 3 juin, la commission départementale de l'éducation spéciale de Lyon et la DAS décident d'un commun accord d'y inscrire la jeune fille, qui est toujours aux abonnés absentes. Le 25 mai 1977, Pierre Charrier raye Christine Marlot de la liste des pensionnaires de l'IME d'Auxerre. Voilà, elle a officiellement quitté les lieux alors qu'elle n'est pas encore entrée au pensionnat de Dijon. Elle n'y rentrera jamais. En fait, elle a disparu, mais personne ne le signale. Jacqueline Weiss a 18 ans, de longs cheveux blonds tirant sur le roux et des lunettes rectangulaires. Son sourire facile met en valeur ses pommettes saillantes. Aux petites heures du matin, le 4 avril 1977, elle fait sa valise. Fille de la DAS, elle aussi, elle vit chez une famille d'accueil depuis plusieurs années avec sa sœur et ses frères. On n'a pas voulu les séparer. De toute façon, chez monsieur et madame Louis, il y a de la place. Comme Émile est le gardien du château de Villefargeau, ils habitent une grande maison à l'entrée du parc. Ceux qui n'ont pas de mauvais souvenirs racontent comme il était agréable de jouer dans les grandes allées entre les arbres centenaires. Le grand luxe quand on est un enfant placé. Mais revenons à Jacqueline. Elle ne court plus dans les allées depuis longtemps et l'heure du départ est venue. Émile lui a trouvé un emploi dans un hôtel-restaurant de la ville d'Avallon à 60 km de là. Il faut donc l'emmener à la gare d'Auxerre et bien sûr, le père de famille, chauffeur de car de profession, s'y colle. Il dira l'avoir déposé vers 10 heures sur le parvis de la gare. 2 jours plus tard, Madame Louis reçoit une carte postale d'Avallon, mais postée à Auxerre. Bizarre. 3 semaines plus tard, la sœur de Jacqueline lui envoie un faire-part de naissance qui n'est pas distribué par la poste et revient avec la mention « Inconnu à cette adresse ». Inquiète, Madame Louis appelle son employeur et apprend que la jeune femme n'a jamais pointé pour son premier jour. Alors elle file à la gendarmerie signaler sa disparition. Mais Jacqueline est majeure, alors elle fait bien ce qu'elle veut. Du moins, c'est le discours des militaires. Nous sommes le 20 avril 1977, soit quelques jours après le départ de Jacqueline. Chantal Gras, timide, les cheveux noirs, une courte frange, quitte l'IME de Gratry, au sud d'Auxerre. Elle monte dans le car qui la ramène chez sa nourrice, à Villefargeau. Et dans le car, elle ne va pas au fond, non, elle s'assoit tout de suite, la place à droite du chauffeur, Émile Louis. Elle l'aime bien, et ça semble être réciproque puisque cette place lui est réservée. Chantal rentre à la maison comme d'habitude, monte dans sa chambre qu'elle range, ce qui est plutôt étonnant, mais bon, sa nourrice ne s'en plaint pas, puis annonce qu'elle va faire un tour. Et elle disparaît dans les rues de Villefargeau. Elle avait dit à son frère qu'elle en avait marre de l'école, de tout, qu'elle partirait dès qu'elle aurait 18 ans, avec son petit ami, un homme plus âgé, chauffeur de bus. Le lendemain, sa nourrice signale la disparition de Chantal à la gendarmerie et à la DAS d'Auxerre, bien sûr, mais là encore, la jeune fille est majeure. Elle vient d'avoir 18 ans. La mère de Chantal, qui est toujours en contact avec sa fille, se souviendra longtemps du jour où le chauffeur du coin, un homme costaud qui la draguait lourdement dès qu'elle mettait les pieds dans son bus, lui avait dit « Quand votre fille aura 18 ans, elle partira ». Le 13 juin 1977, Pierre Charrier, toujours directeur de l'IME d'Auxerre, écrit à Madame Even, la directrice de l'assistance publique de la Seine. Chantal Gras est absente depuis maintenant le 21 avril. Je pense qu'il n'y a plus d'espoir de la voir revenir, et bien que cette situation soit particulièrement navrante, je me vois dans l'obligation de solliciter votre accord afin qu'elle soit rayée de la liste des élèves de l'établissement, ceci afin de pourvoir à son remplacement.
Dès le lendemain, Madame Even lui répond: Comme suite à votre lettre citée en référence, je vous informe que je vous autorise à radier de votre effectif la jeune Gras Chantal. Mon administration va d'ailleurs être contrainte à effectuer la même démarche à son encontre puisque sa majorité est révolue. Pourtant, il y a une obligation de suivre les personnes handicapées 3 ans après leur départ. Quelqu'un est même payé pour faire ce boulot à plein temps à l'IME d'Auxerre, dirigé par Pierre Charrier. Le printemps passe et l'été s'installe. Le soleil se fait plus présent dans le quotidien des habitants du département de l'Yonne et personne ne s'en plaint. Le 28 juillet 1977, en fin d'après-midi, Madeleine de Juste, 22 ans, une jeune fille sociable et influençable qui a 15 frères et sœurs et peine à finir ses phrases, quitte le centre d'aide par le travail à Auxerre. Elle vient de percevoir sa paye et se dirige avec d'autres travailleurs handicapés vers la gare pour atteindre le bus direction Villefargeau. Mais ce soir-là, le chauffeur ne viendra pas. Émile Louis dira plus tard ne pas avoir été prévu pour ce trajet. Les passagers habituels doivent donc trouver une solution, ce qui n'est pas simple et anxiogène. Soudain, Madeleine laisse tomber son sac par terre et traverse la place en courant, un papier à la main. Et c'est ainsi que Madeleine de Juste s'évanouit dans la nature. On l'avait vue quelques mois plus tôt aller à la fête du village, tenant la main du chauffeur de bus. Personne ne s'inquiète de sa disparition, malgré son QI de 67 et un mot de sa psychiatre inscrit 2 ans plus tôt dans son dossier. Étant donné son manque d'autonomie, elle commence à être inquiète de sa vie future. Elle est très peu au courant des réalités. Les organismes pour handicapés de Lyon ont-ils conscience des difficultés des jeunes atteints de handicap à devenir autonomes? Jacqueline Weiss, Chantal Gras et Madeleine de Juste étaient toutes 3 des passagères d'Émile Louis. Mais comme personne ne s'inquiète de leur disparition, il est impossible de faire le lien. Impossible de faire un lien entre des événements qui n'existent pas. On ne sait pas exactement quand Françoise Lemoine disparaît. Elle a laissé sa fille chez ses parents dans une autre ville quand elle débarque à Auxerre en 1975. Et débarque, c'est le mot, car elle arrive sans rien, juste sa petite valise, et si elle a de l'argent, ce n'est pas grand-chose. Bon, après, elle a passé sa jeunesse ici, puisque Françoise a elle aussi été placée et mise sous la responsabilité de la DAS. À la gare routière, elle fait connaissance d'un certain Émile Louis, qui va, comme on dit, la prendre sous son aile, lui trouver une chambre dans un hôtel et un emploi dans une boucherie. On dit que Françoise et Émile étaient amants, mais ça me gêne de dire ça parce que la réalité, c'est qu'elle en avait peur. Et vu ce qu'il a fait toute sa vie à ses compagnes et ses enfants, je ne crois pas qu'il y ait eu de l'amour entre eux, une relation consentie, de la tendresse. Non, impossible pour moi de les appeler amants. Toujours est-il que du jour au lendemain, en 1977 ou 1978, la jeune femme disparaît. Elle laisse sa chambre en plan à l'hôtel et sa valise avec. Émile Louis viendra chercher ses affaires et dira plus tard que la gamine est partie comme ça, du jour au lendemain. Françoise a une sœur, Bernadette Lemoine, qui disparaît aussi entre janvier et mars 1978. D'après Émile Louis, elle se serait réfugiée dans le même hôtel que Françoise quand son mari Jean-Pierre lui a tondu les cheveux parce qu'elle avait des poux. Il admettra donc avoir été en contact avec elle au moment de sa disparition. La famille Lemoine prévient la gendarmerie de la disparition des 2 sœurs, mais rien ne se passe. Il faut toutefois noter que le mari de Bernadette, Jean-Pierre, a beau lui avoir rasé la tête, il soupçonne Émile Louis de lui avoir fait du mal. Pourquoi? Il fréquentait sa sœur Françoise et il connaissait bien Bernadette puisqu'il était déjà chauffeur de car quand elle était à l'IME de Gratry. Jean-Pierre le soupçonne au point de le surveiller et de le suivre. Mais ce n'est pas lui qui mettra fin à la série noire. Le 26 septembre 1979, Martine Renaud, pensionnaire au foyer de l'enfance de Montmercy, entre Auxerre et Villefargeau, échappe à la vigilance de ses surveillants. Elle leur dit qu'elle va faire ses devoirs avant de s'éclipser en direction du portail. Que fait Martine après être sortie dans la rue? Elle avait dit à plusieurs personnes que le chauffeur de car, M. Louis, allait l'emmener voir sa mère. Et pour une ado de 16 ans confiée à la DAS, quoi de plus important que de la retrouver enfin? Toutes les filles du pensionnat rêvaient de fuguer. Il faut voir aussi les conditions dans lesquelles on leur fournissait une vie alternative à celle de la rue. Des lits en métal d'après-guerre collés les uns aux autres dans d'immenses dortoirs froids,
des trajets aux toilettes interdits après l'appel du soir, des douches froides en représailles. Leur seul espoir concret était de réussir les formations de blanchisserie, dactylographie ou cuisine afin de pouvoir vivre avec un salaire minable à la sortie. Qui rêve de ça à 14, 15 ou 16 ans? Alors, retrouver leur famille, des parents qui s'excuseraient, qui seraient de nouveau en mesure de s'en occuper, voilà, c'est ça la première étape de leur rêve. Alors, évidemment que Martine Renaud va suivre Émile Louis, puisqu'il lui a promis de retrouver sa mère. Le jour même, Jacqueline Michat, la directrice du foyer, porte plainte à la gendarmerie. Elle est persuadée que le départ de Martine a été organisé avec un adulte. Pourquoi pas Émile Louis, dont elle avait parlé. Et là, miracle, les gendarmes vont demander à Madame Leménorel, la compagne d'Émile Louis, s'il a ramené quelqu'un à la maison ce soir-là. Une jeune fille, par exemple. Alors non, il n'a ramené personne, mais il est allé chercher leur chien qui s'était échappé du côté du foyer de Montmarcy ce mercredi. Ce qui est bizarre, leur dit-elle, puisque c'est loin, surtout pour un chien qui ne fugue jamais. Les militaires se rendent donc chez Madame Louis, l'ex-femme d'Émile. Et en effet, il est passé la voir, lui demandant de mentir pour elle, de dire qu'il était avec elle ce soir-là, assurant qu'il était en fait allé promener son chien, mais que personne ne le croirait. L'étau, semble-t-il, se resserre. Mais seulement 3 mois après sa disparition, le dossier est classé sans suite. Je répète, 3 mois après la disparition inquiétante d'une ado de 15 ans issue de la DAS, l'affaire est classée par la justice auxerroise. Il faudra attendre la disparition suivante pour qu'enfin quelqu'un fasse le lien entre Émile Louis et toutes ces jeunes filles disparues. Alors peut-être est-ce le moment de vous présenter cet homme, ce vieux papy aux grosses paluches et dénué d'empathie qu'on a connu bavard et sûr de lui au tribunal, mais qui fut avant ça un enfant, un adolescent, un jeune homme, un époux et un père de famille, en plus d'être un chauffeur de car connu de tous dans la région d'Auxerre. Chapitre 2. Émile Louis, chauffeur de car. Émile Louis naît le 26 janvier 1934 à Auxerre. Abandonné à la naissance, c'est la protection de l'enfance qui lui donne son nom, de prénom, comme le veut la coutume. Il a ça en commun avec Patrick Henry, Guy Georges et Monique Olivier. Son parcours de vie est-il une excuse à ce qu'elle fera plus tard? Non. Est-ce que ça en est une explication? Non plus. On peut avoir un parcours de vie difficile et être adorable, comme avoir une enfance a priori parfaite et être un sociopathe. Il y a des facteurs aggravants, peut-être des facteurs déclenchants, mais ce n'est certainement pas le fait d'avoir été placé à la DAS qui a fait d'Émile Louis un tueur en série. À la Libération, ses sœurs de lait, donc celles avec qui il a grandi dans sa famille d'accueil, se font tondre sur la place publique. Quelle horreur. J'ai beau être très reconnaissante pour la Libération, je trouve qu'encore une fois, c'est une attaque lâche envers les femmes, sans procès, par la force. Je me souviens qu'en grandissant, je sais pas vous, mais moi j'entendais, oui, elles se sont fait tondre parce qu'elles couchaient avec l'ennemi, comme si c'était normal. Mais non, c'est pas normal. Alors apparemment, Émile Louis, ça l'a tellement traumatisé que c'est ça qui aurait entraîné son sadisme et sa haine des femmes. C'est une excuse ridicule, bien entendu. En tout cas, en 1948, Émile a 14 ans. Il voue une haine sans borne aux résistants et un culte aux nazis. Il lit, vous savez, les ouvrages rédigés par des pontes du Troisième Reich sur les tortures infligées notamment aux femmes. Est-ce pour cela qu'il met le feu à une grange cette année-là? Bon, la pyromanie, ce n'est pas bon signe. Il passe quelque temps dans un centre de redressement pour adolescents. À peine majeur, viré par son père, par celui qui l'a accueilli, il s'engage dans la Légion étrangère ou dans la marine. Ça varie selon les sources pourtant sérieuses et je n'ai pas réussi à savoir s'il était dans la Légion étrangère ou dans la marine. Peut-être qu'il était dans la Légion étrangère mais qu'il travaillait avec la marine. Bref, en tout cas, il part faire la guerre en Indochine. Il ne va pas au combat, il est chargé du rapatriement des corps. Comme son père est fossoyeur, les cadavres, c'est son credo. Il revient en France en 1954, décoré, et épouse à 20 ans sa première femme, Simone Delagneau. Ils ont 4 enfants, Marilyn, Fabrice, Manoël et Fabien.
La famille vit à Villefargeau, à l'ouest d'Auxerre. Il travaille sur une base militaire, puis à la SNCF et dans les jardins de l'IME de Gratry. En 1970, il devient gardien du château de Villefargeau. Donc les Louis emménagent dans la maison du gardien dont on a déjà parlé. L'année suivante, Émile Louis est gardien de nuit au Rapide de Bourgogne, une entreprise de transport urbain et périurbain avec des autocars et des autobus tout neufs. Probablement inspiré par ses collègues, il passe son permis de chauffeur. Il fréquente assidûment les bars d'Auxerre. Parce qu'Émile Louis n'est pas un homme isolé. Non, il est hyper sociable, il aime bien être vu, il va à toutes les commémorations possibles, il connaît les élus comme le monde de la nuit. Il est grande gueule, voire vantard. Avec les femmes, avec les filles, on le considère comme lourd. Elles s'en plaignent, mais à l'époque, c'est presque un signe de bonne intégration. Par exemple, Gérard Depardieu, quand il était ado, participait à des viols collectifs à Châteauroux, dans l'Indre. Dans une interview de 1978, il disait, je cite, j'ai eu plein de viols, trop pour les compter. Il n'y avait rien de mal à ça. Les filles voulaient être violées. Enfin, ça n'existe pas vraiment, les viols. C'est juste l'histoire d'une fille qui se met dans une situation dans laquelle elle veut être. La violence n'est pas commise par ceux qui agissent, mais par les victimes, celles qui permettent que cela arrive. Quand le Times a déniché cet article en 1991, ça a coûté à l'acteur son Oscar et sa carrière aux États-Unis. Les Américains l'ont boycotté. Comme quoi, on ne peut pas vraiment se vanter d'être plus malin qu'eux. Gérard Depardieu se comporte comme Émile Louis dans les années 70 et ça ne l'empêchera pas d'avoir une carrière. Dès lors, pourquoi s'attendre à des réactions ou à des inquiétudes dans l'entourage d'Émile Louis, chauffeur de gare? En 1976, Émile Louis fréquente Madame Leménorel et 2 ans plus tard, divorce pour s'installer avec elle. Et voilà. La suite, nous y viendrons. Pour le moment, je vais vous raconter la disparition de Sylviane Lesage. Elle diffère des précédentes parce que cette fois, son destin est rapidement connu. Chapitre 3. Le meurtre de Sylviane Lesage. Dans une petite rue d'Auxerre, le 20 février 1981, à 6 heures du matin, Sylviane Lesage, ancienne pupille de la DAS, 23 ans, attend son taxi. Il fait froid, -2. Le jour se lèvera sur un brouillard épais dans quelques heures, mais pour le moment, il fait nuit noire. Ça n'a pas été un calvaire de se lever tôt, non, parce qu'elle va à Paris rejoindre un ami, peut-être un amant, sûrement un amant, vu la lingerie qu'elle a achetée avec les escarpins noirs vernis tout neufs qu'elle porte aux pieds. Sylviane a un petit garçon qu'elle a confié à sa colocataire pour le week-end. Le taxi la dépose avec son sac de voyage devant la gare d'Auxerre et repart. C'est la dernière fois qu'elle est vue vivante. Quand Sylviane ne rentre pas, son entourage commence à s'inquiéter. Elle n'aurait pas abandonné son appartement, son travail, sans parler de son fils. Nous sommes maintenant en plein été, le dimanche matin du 5 juillet. Si le froid de cet hiver 1981 a battu des records sur tout le pays, depuis quelques jours, il fait très chaud. Un éleveur marche dans son champ sur la commune de Rouvray, à quelques kilomètres au nord d'Auxerre. Il va, comme à son habitude, vérifier la cabane à bestiaux, comme tous les gens du coin l'appellent. Elle est connue parce qu'au nord de ces champs, il y a une rivière, le Serein, où les gens viennent pêcher et des bois assez sauvages que les chasseurs apprécient. Et pêcheurs, chasseurs et promeneurs viennent se réfugier dans la cabane à bestiaux en cas d'averse ou d'orage. C'est une structure assez grande, une 30aine de mètres carrés, en bois, avec un toit en tôle. À l'intérieur, de l'espace pour abriter les vaches et du fumier qui fermente. En entrant dans la cabane, le paysan sait que quelque chose ne va pas. Une odeur lui monte au nez, reconnaissable entre mille, surtout pour quelqu'un qui élève des animaux. Celle d'une charogne. S'agit-il d'un veau, d'un renard? Il avise quelques os éparpillés au fond de l'abri et un bout de tissu rouge. Il appelle son frère et un commis de ferme. Les 3 hommes grattent le fumier sur 30 cm à la recherche du cadavre. Ils avisent un genre de trou au milieu des excréments. Peut-être l'endroit où la bête est venue mourir. Assailli par l'odeur, il l'attaque à la fourche, mais bute sur quelque chose de dur, de rond, qu'il tourne et retourne. Il leur faut quelques secondes pour voir les cheveux attachés à la surface de cet objet blanchâtre et quelques secondes encore pour que leur cerveau accepte d'identifier ce qu'ils font maintenant
roulait à leurs pieds un crâne humain. Les 3 hommes lâchent leurs outils pour aller prévenir les gendarmes et le maire du village. Les gendarmes déterrent un corps en état de décomposition avancée. Les mains sont attachées dans le dos avec des bandes de tissu en jean. Dans la bouche, un slip et un collant qui fait le tour du crâne pour servir de bâillon. Le tissu rouge à proximité, c'est une jupe déchirée. Une gaine traîne aussi. Entre les vêtements et les longs cheveux, les témoins de la scène sont bien évidemment tentés de dire qu'il s'agit d'une femme, mais l'état de décomposition du corps ne permet pas de l'affirmer. En tout cas, avant d'être tuée, cette personne a traversé un calvaire. De combien de temps? Personne ne le sait. Mais le bourreau savait probablement ce qu'il faisait, à l'enterrer sous plusieurs dizaines de centimètres de fumier pour accélérer la putréfaction. Le bureau du procureur ouvre une procédure et c'est Christian Jambert, enquêteur à la brigade de recherche de la gendarmerie d'Auxerre, qui est en charge de l'affaire. L'autopsie permet de confirmer qu'il s'agit d'une femme, peut-être dans la trentaine, et son corps est là depuis au moins 8 mois, maximum 2 ans. Il reste maintenant à lui redonner son nom, son prénom, son identité, son histoire aussi. Alors Christian Jambert se met au travail. Il recherche une femme disparue dont le profil pourrait correspondre à sa victime. Et là, surprise, il trouve 6 jeunes filles et jeunes femmes disparues dans le département de l'Yonne depuis 1975. Jacqueline Weiss, Chantal Gras, Madeleine de Juste, Françoise et Bernadette Lemoine et Martine Renaud. En septembre 1981, Christian Jambert va interroger les employés de l'IME sur les pensionnaires qui ont disparu. Il interroge notamment le directeur, Pierre Charrier, et les éducateurs responsables du service de suite, c'est-à-dire du suivi obligatoire des jeunes handicapés 3 ans après leur départ de l'institution. Mais Pierre Charrier l'assure, aucune n'a disparu à partir de l'établissement. Il remet la responsabilité sur la DAS. En fait, pour lui, l'établissement est responsable pendant l'ouverture de l'établissement et c'est tout. Ce qui n'est évidemment pas le cas, l'existence même du service de suite le prouve. Toutes ont été pupilles de la DAS, comme Christian Jambert. Il sait qu'elles sont fragiles, certaines ont même un handicap mental. Vous avez peut-être remarqué que les disparitions de Lucette Évin et Elisabeth Fontaine ne sont pas intégrées à la première liste des disparues de Lyon, puisqu'elles sont plus anciennes. Bon, je vous le dis, elles ne le seront jamais. Mais je voulais quand même vous en parler. Christian Jambert fait comparer la mâchoire du crâne au relevé dentaire des sœurs Lemoine et de Martine Renaud, mais rien ne correspond. Pas de match. Le gendarme traîne souvent au tribunal. C'est aussi un homme de terrain, de la nuit. Il parle à tout le monde, connaît tout le monde. Jambert n'est pas du genre à remettre une piste à plus tard, sous prétexte qu'il a du travail à faire au bureau. Il n'y a pas d'internet à l'époque. C'est l'avènement du Minitel et il tape ses rapports sur une machine à écrire. Autant vous dire qu'il préfère être dehors. Un soir d'août 1981, il discute avec Jacques Moreau, l'assesseur au juge des enfants du tribunal d'Auxerre. Christian raconte à son ami ses efforts pour redonner une identité au corps de la cabane aux bestiaux trouvée en juillet. Alors Jacques réfléchit et lui dit écoute, moi je cherche une certaine Sylviane Lesage, disparue en février. Elle se faisait battre par son mari dont elle était séparée, a abandonné son fils de 2 ans sans raison et avait des amants. Sa disparition n'avait pas été signalée car elle était majeure, mais l'ancienne nourrice de la jeune femme, Madame Leménorel, donc oui, la compagne d'Émile Louis, sa future belle-mère, lui avait demandé de garder l'œil ouvert. Et si la disparition de Moreau était le cadavre de Jambert? Le gendarme contacte alors tous les dentistes de la région et parvient à se procurer une radio de la mâchoire de Sylviane Lesage. Le 18 décembre 1981, la comparaison est faite. Et cette fois, les efforts du militaire ne sont pas vains. Il s'agit bien d'une seule et même personne. Chapitre 4. L'étau se resserre. Dans les jours qui suivent l'identification, tout s'accélère. Christian Jambert apprend que Sylviane était la maîtresse d'Émile Louis quand il était encore avec son ex-femme. Madame Léménorel, l'ancienne nourrice de Sylviane donc, avait appris leur histoire bien plus tard par un coup de fil anonyme et avait même suivi Émile et Sylviane en voiture pour s'assurer que leur liaison n'avait pas continué. Malgré les dénégations d'Émile,
Il a été vu plusieurs fois par des habitants de Villefargeau avec Sylviane, en ville ou à la pêche, près de la cabane aux bestiaux justement. D'ailleurs, le jour de la disparition de Sylviane, le 20 février, il a été vu par là-bas. Et les témoins n'ont pas seulement aperçu de loin un homme d'une quarantaine d'années à la carrure massive, non, ils l'ont reconnu et lui ont parlé. Oui, parce que maintenant, Émile Louis n'habite plus à Villefargeau, mais à Seignelay, à côté de Rouvray et de sa cabane aux bestiaux. Et Émile, ce n'est pas un simple habitant lambda discret, non, il est conseiller municipal. Le maire avec qui il travaille au quotidien est colonel de gendarmerie. Ça donne le ton. Le lendemain de la disparition de Sylviane, il est allé pêcher avec les deux fils de sa compagne dans le Serein et les a laissés en plan pour aller chercher des vers, des appâts dans la cabane à bestiaux, refusant que les garçons l'accompagnent. Or, d'habitude, Émile Louis achète ses appâts dans le commerce. Christian Jambert a écrit le nom d'Émile Louis partout, dans les 6 affaires de disparition et dans l'affaire du meurtre de Sylviane Lesage. Il veut l'interroger et a suffisamment d'éléments pour le faire. Comme le veut la procédure, il demande au procureur René Meyer de pouvoir l'interpeller et le mettre en garde à vue. Le procureur accepte, mais après Noël, il veut le laisser passer le réveillon en famille pour les enfants. Le 28 décembre 1981, Christian Jambert et Émile Louis se font face dans un bureau austère de la brigade de gendarmerie d'Auxerre. Le militaire a 24 heures pour le faire craquer. Même s'il soupçonne Émile Louis dans les 6 disparitions, il n'a pas de corps. Il est donc surtout concentré sur le meurtre de Sylviane Lesage et c'est évidemment la meilleure stratégie à avoir vu les circonstances. Émile nie avoir eu une liaison avec la victime, l'avoir emmenée à la pêche, être allé sur les lieux du meurtre à proximité de la date de la disparition. Pourtant, il en connaît plus que quiconque sur Sylviane, sa vie, ses problèmes, son mari, ses amants. Et il en parle volontiers. Pendant ce temps, Madame Leménorel, perturbée par l'arrestation de son conjoint, ne se laisse pas abattre. Elle veut savoir s'il est capable de telles horreurs. Alors elle fouille. Elle fouille ses vêtements, ses placards, ses tiroirs, ses cartons, sa voiture. Et au bout d'un petit moment passé à tout retourner, elle tombe sur l'imperméable d'Émile sous l'escalier de la cave. Il le trimballe normalement dans le coffre de son véhicule. L'imperméable est couvert de boue et d'autres taches bizarres, peut-être du sang, et, chose étrange, il n'a plus aucun bouton. Alors Madame Leménorel fonce à la brigade, remettre aux gendarmes tous ces éléments. D'ailleurs, les bandes de tissu en jean qui avaient servi à attacher les mains de la pauvre Sylviane proviennent d'un lot de matière commandé par Madame Leménorel pour faire de la couture. Enfin, parviennent. Ils ressemblent fortement. De plus, au moment de la disparition de Sylviane, Émile Louis bénéficiait de quelques jours de congé. Au fil des heures, Christian Jambert s'accroche et pense que son suspect va craquer. En tout cas, de son côté, les éléments s'additionnent et le doute n'est plus permis. D'ailleurs, à part nier, Émile Louis ne fournit pas vraiment d'explication. Et au bout d'un moment, Émile craque. Mais il n'avoue pas le meurtre de Sylviane Lesage. Non, il avoue des attouchements sur les enfants gardés par sa compagne. Oui, dit-il, il a des gestes qu'il qualifie de déplacés quand il donne des bains aux enfants ou de manière générale quand il est seul avec eux. En fait, Jambert apprendra plus tard qu'il s'agissait de faits connus plutôt que de rumeurs. Une certaine Annie, qu'il avait violée à l'âge de 14 ans quand elle était placée chez eux, en avait parlé à tout le monde, à ses amis, au directeur de l'IME de Gratry, Pierre Charrier. Et les enfants placés chez Madame Leménorel racontent ici et là que Milou leur fait des choses quand il leur donne le bain. C'est lui qui est chargé du bain tous les jours ou tous les 2 jours, ça dépend. On imagine l'horreur. Et tenez-vous bien, il s'était confié 2 ans plus tôt, en 1979, à l'assesseur du juge pour enfants, Jacques Moreau, le futur gendre de Madame Leménorel, en se posant en victime, affirmant qu'il était possédé par une bestiole. Jacques Moreau lui avait conseillé de voir un psychiatre. Il dira plus tard, je cite, « Il m'a raconté ce qu'il faisait quand ça le prenait, ça m'a impressionné, j'ai tout de suite pensé que j'avais en face de moi quelqu'un d'hyper dangereux,
et qu'il fallait lui apporter du secours au plus vite. C'est une drôle de formulation et pourquoi n'a-t-il rien fait de plus à ce moment-là? On a des enfants qui se plaignent, un homme qui avoue des actes de pédocriminalité à l'assesseur au juge pour enfants qui ne signale pas les faits, alors qu'Émile Louis est en permanence en contact avec des enfants de tout âge, à son domicile et avec des jeunes handicapés dans le cadre de son travail. Mais vous allez le voir, Jacques Moreau n'est pas le seul à avoir failli. Que dire du maire de Villefargeau qui savait qu'Émile Louis touchait les filles de la DAS au sein, entre les cuisses, quand elles montaient dans son car? Finalement, à l'issue de la garde à vue, Émile Louis est inculpé d'homicide volontaire pour le meurtre de Sylviane Lesage et non pas de viol sur enfant, mais d'attentat à la pudeur, échappant ainsi à la cour d'assises au profit du tribunal correctionnel. Émile Louis est présenté à un juge d'instruction, Patrick Lopez Terres, qui veut alors ouvrir 3 dossiers. Un dossier pour le meurtre de Sylviane, un dossier pour les attouchements sur mineurs et un dossier pour les disparus. Le problème, c'est qu'ouvrir 3 dossiers limite la possibilité de faire des liens entre toutes ces affaires et de bien saisir la dangerosité du profil d'Émile Louis. Devant le juge d'instruction, il dit qu'il regrette ses gestes sur les enfants, qu'il a besoin d'aide. Mais en attendant le jugement, il va devoir patienter en prison. Chapitre 5. Des notables comme témoins de moralité. À Auxerre, dans les années 80, un couple règne sur les instituts pour handicapés de Lyon, Pierre et Nicole Charrier. Je vous ai déjà parlé de Pierre Charrier à plusieurs reprises. C'est lui qui écrivait à la DAS pour demander à radier les fugueuses. Pierre Charrier a débuté sa carrière comme instituteur à l'Éducation nationale. Je ne sais pas exactement comment il en a été écarté, mais il y a eu des accusations de pédophilie. Puis il a fondé l'association pour adultes et jeunes handicapés de Lyon, l'APAGE. Il était considéré comme un pionnier dans le domaine de l'éducation des personnes atteintes de handicap. Il a d'ailleurs créé toutes les institutions et pensionnats de la région d'Auxerre, les 8 qui existent encore aujourd'hui, dont l'IME dont il est devenu directeur avec sa femme Nicole qui jouait un rôle de premier plan avant de devenir elle-même directrice du foyer Guette Soleil. Nicole était conseillère municipale à la mairie d'Auxerre. Elle travaillait donc avec Jean-Pierre Soisson. Bon, pour les plus jeunes d'entre vous, son nom ne vous dit peut-être rien. Jean-Pierre Soisson a été maire d'Auxerre de 1971 à 1998 quand même. Il a aussi été député jusqu'en 2012, secrétaire d'État à 3 reprises et ministre 4 fois, de la jeunesse et des sports, du travail, de la fonction d'État et de l'agriculture. Comme quoi, Elisabeth Borne avait raison, on peut être à la tête d'un ministère sans être compétent dans son domaine. Bref, Nicole Charrier, ce n'est pas n'importe qui. Elle et son mari sont des notables d'Auxerre, des personnes omniprésentes et pas loin d'être omniscientes dans la région. Et pour revenir à nos moutons, le 12 février 1982, même pas 2 mois après l'incarcération d'Émile Louis, Nicole Charrier écrit une lettre au juge du tribunal d'Auxerre en tant que témoin de moralité. Je vous en cite des extraits. J'ai connu Monsieur Louis il y a 8 ans environ. Il effectuait le transport scolaire des enfants résidant au foyer de Montmercy. Ouvert, coopérant, se décrivant comme ancien pupille de la DAS, ce qui lui permettait d'affirmer qu'il pouvait comprendre et soutenir les jeunes. Il se voulait très prêt, compréhensif, voire même éducatif et éducateur dans ses contacts avec nos adolescents, garçons et filles, qu'il prenait en amitié, réciprocité. Ceux-ci se confiaient à lui. Vécu comme un père, parfois un grand frère, à qui l'on peut tout dire, il permettait les cigarettes en cachette à 14-15 ans ou les flirts. Quand je rendais visite à son ex-femme à Villefargeau dans le cadre de mon travail, il était parfois présent et participait aux discussions concernant les jeunes. Employé à l'époque au Rapide de Bourgogne avec des horaires fluctuants, il se faisait un devoir d'assurer son transfert spécial, malgré ses horaires peu compatibles. Bon, je m'en passerai bien, mais je choisis de vous lire la suite juste pour vous montrer que certains savaient. Monsieur Louis et Madame Le Ménorel me demandèrent un rendez-vous urgent. Ils voulaient m'informer eux-mêmes de problèmes graves avant que je les apprenne par personne interposée. Ils arrivèrent un matin, tristes et furieux, exposant clairement la situation. Les propres enfants de Madame Le Ménorel, acceptant mal la séparation de leurs parents, faisaient courir des bruits.
plus particulièrement au sujet de Monsieur Louis et d'Annie, ce dernier la faisant monter sur une échelle pour je vous lis ce qui est écrit, sodomiser. Des passages à l'acte sur les petits furent évoqués. Avant de démontrer le côté calomnieux de ces propos, rendez-vous fut pris chez le docteur Monsieur de Chevannes en vue d'une expertise médicale. Annie fut consultée par le docteur gynécologue à Auxerre. Monsieur Louis affirmait en pleurant que jamais il ne lui viendrait à l'idée de toucher à des enfants, il préférait des femmes. Quant à Annie interrogée, elle nia catégoriquement tous ces faits, continuant à ne jamais se plaindre ni de son milieu, ni des enfants de la nourrice, de même que ceux de la DAS. Le 17 mars 1983, Émile Louis est reconnu coupable d'attentat à la pudeur et condamné à 5 ans d'emprisonnement, peine qui sera réduite à 4 ans. Puis, comme toucher et violer des gamins, ce n'est visiblement pas très grave, il sortira de prison au bout de 2 ans et 5 mois, en mars 1984. C'est vraiment une honte pour le système judiciaire. Est-ce que les témoignages en sa faveur ont influencé le jugement? À quel point, finalement, était-il couvert par les notables d'Auxerre? Et là, vous vous demandez peut-être, et le meurtre de Sylviane Lesage? Eh bien, le dossier se solde par un non-lieu en février 1984, entraînant le classement sans suite dans l'affaire des 6 disparitions de jeunes filles de la DAS entre 1977 et 1979. En 1984, Émile Louis part s'installer dans un camping du Var, localisé dans une commune que vous connaissez déjà si vous avez écouté l'épisode sur Xavier Dupont de Ligonnès, Roquebrune sur Argent. Chapitre 6. Christian Jambert avait tout compris. Suite au classement sans suite de l'affaire des disparus de Lyon, Jambert demande au juge d'instruction l'autorisation de poursuivre l'enquête. Autorisation qui lui est donnée officieusement. Ce qui signifie que oui, on l'autorise à continuer, mais il n'y a pas d'ouverture d'information judiciaire, pas d'acte d'enquête officiel. Et ça agace la hiérarchie de Christian Jambert et même certains de ses collègues. Chaque jour, de nouvelles affaires arrivent à la brigade de recherche et lui passe quasiment tout son temps sur un dossier déjà classé. Pourtant, d'autres collègues sont impressionnés. Jambert ne compte pas ses heures, on peut même dire qu'il y passe sa vie, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sa femme ne le voit plus beaucoup. En homme de terrain, il va interroger les gens, dehors, de nuit, les travailleuses du sexe, dans la rue, des piliers de bar au comptoir. Il a un tas d'informateurs. Christian Jambert, c'est le gendarme accessible à qui l'on peut se confier. Il mène son enquête sans juger. Parce qu'il traîne partout et sort la nuit, on l'appelle le matou. Même s'il est seul, même s'il emmerde tout le monde, dont les journalistes qui ne le prennent pas au sérieux quand il répète «N'oubliez pas mes disparus de la DAS», Christian Jambert ne lâche pas le morceau et suit les mouvements d'Émile Louis dans le sud quand il est libéré. Il va même jusqu'à s'installer dans le même camping pour le surveiller. Le 23 juin 1984, 2 mois après cette libération, Christian Jambert écrit son rapport, un procès-verbal de synthèse, à l'intention du procureur de la République d'Auxerre, René Meyer. Le gendarme reprend une à une les disparitions et liste les personnes entendues dans le cadre de son enquête. Il s'attend à ce que son courrier déclenche une information judiciaire, quelque chose. Le substitut du procureur, Daniel Stilinovic, colle un post-it sur le procès-verbal, à joindre à l'information en cours sur l'homicide volontaire Sylviane Durand. Me faire connaître s'il vous faut un supplétif. Et il affirme avoir transmis le tout au juge Bourguignon. Sauf que, tenez-vous bien, rien, aucun retour, même pas de non-lieu. En fait, le dossier est soi-disant perdu. Il sera retrouvé 10 ans plus tard aux archives du tribunal d'Auxerre avec un simple post-it dessus où sont inscrites 3 lettres en majuscule N-O-N. Qui a écrit non? On ne le sait toujours pas aujourd'hui. Mais attendez, il y a pire. On y reviendra, mais lors d'une perquisition dans le mobil-home d'Émile Louis, qui aura lieu plus tard, les gendarmes retrouveront une lettre lui étant destinée et postée à Pourrain, dans l'Yonne, le 28 juin 1984, soit 6 jours après le dépôt du procès-verbal de synthèse au tribunal d'Auxerre. Et dans cette lettre, on informe Émile Louis qu'une enquête de gendarmerie est toujours en cours et qu'il est le suspect numéro 1 dans une série de disparitions.
Est-ce que le dépôt du procès-verbal par Christian Jambert et la lettre sont liés? En tout cas, les avocats des familles des disparus en sont persuadés. Difficile de croire qu'il s'agit d'un hasard. S'ils sont liés, ça veut dire que quelqu'un proche de l'enquête, à la gendarmerie ou au tribunal, a prévenu Émile Louis. Quant au nom écrit en majuscule sur le post-it, il l'a forcément été par quelqu'un du tribunal. Est-ce la même personne qui a mis l'affaire sous le tapis et qui a prévenu Émile Louis? Le truc le plus fou, c'est que l'analyse de la lettre n'a jamais abouti. Pourtant, la personne connaît suffisamment Émile Louis pour avoir son adresse dans le Var. Je ne peux pas croire que cet informateur, cette probable taupe, n'ait toujours pas été identifié aujourd'hui. Une chose est sûre, Christian Jambert avait tout compris. Visiblement, ça n'intéressait personne et pire, ça dérangeait. Il faut dire que profiter des enfants de la DAS était devenu une spécialité auxerroise. Chapitre 7. Les prisonnières d'Appoigny. Par une froide journée de janvier 1984, le 20 plus exactement, une femme s'échappe d'un pavillon de la petite ville d'Appoigny, au nord d'Auxerre, à quelques kilomètres de Rouvray. Elle est presque nue, elle court et se réfugie chez sa mère qu'elle n'a pas vue depuis longtemps. Elle a eu un parcours de vie compliqué. Elle a été, elle aussi, pupille de l'État depuis ses 7 ans. Huguette a tout juste 18 ans. Elle raconte qu'elle a été violée, torturée et qu'elle s'est échappée en amadouant sa geôlière. Sa mère l'emmène chez le médecin, qui la dirige vers l'hôpital psychiatrique où un médecin légiste lui rend visite. Il dira plus tard que le discours d'Huguette était, je cite, « impossible à croire dans un premier temps », mais qu'il a été absolument traumatisé par le nombre et la gravité des lésions qu'elle présentait. Huguette répète qu'une autre femme, Michaela, est restée prisonnière, qu'il faut absolument la sortir de là. Le médecin prévient le procureur René Meyer dès le vendredi soir et la perquisition s'organise pour le lundi matin. Je vais le redire pour que vous sachiez que je n'ai pas fait d'erreur dans les dates. Le vendredi, Huguette s'échappe, prévient qu'une autre femme est toujours attachée dans le sous-sol de la maison et l'intervention n'a lieu que le lundi matin alors que le procureur est prévenu depuis 2 jours. Je travaillais dans la maltraitance animale et oui, c'est quasiment impossible de faire bouger les autorités en 2 jours pour des chiens, des chats ou des équidés, surtout si c'est un week-end, mais je m'attendais quand même à mieux dans cette affaire. Revenons un peu en arrière pour mieux comprendre ce qui se passe. Au 12 octobre 1983. À ce moment-là, Huguette est en difficulté. Elle avait un contrat de jeune majeur avec la DAS, mais elle en a été radiée. Elle est quasiment à la rue quand elle tombe sur une annonce dans Lyon républicaine. Personne nourrie, logée pour aider une personne âgée. Le rendez-vous est fixé dans un café. Claude et Monique Dunant l'y retrouvent et expliquent que voilà, ils recherchent quelqu'un pour s'occuper de la grand-mère et qu'elle sera payée et hébergée. Le job idéal quand on est à 2 doigts de faire la manche. Les Dunant l'emmènent rue des Violettes dans le pavillon d'Appoigny, une maison des années 60 des plus banales. La grand-mère n'est pas là, mais Claude lui propose de l'emmener voir le sous-sol aménagé en studio pour qu'elle s'installe. Aussitôt qu'elle descend les escaliers sombres entourés de murs en parpaing, l'homme lui met une couverture sur la tête, l'enchaîne et l'attache à un tuyau si haut placé qu'elle est presque suspendue. Je n'ai pas envie de vous raconter tous les détails. Elle est violée un nombre incalculable de fois, frappée, attachée à des planches et à une croix de Saint-André. On lui tatoue une croix gammée au tournevis chauffé. On lui perce la peau avec des aiguilles à tricoter et j'en passe. Les Dunant font venir des hommes, une trentaine, une cinquantaine, qui payent pour faire ce qu'ils veulent. Claude et Monique tiennent un petit carnet avec les noms, les adresses et les recettes. À l'entrée du sous-sol, les tarifs sont exposés et explicites. Brûlure de cigarettes, 300 francs. Brûlure au chalumeau, 1500 francs. Une nuit de torture, 3000 francs. Un jour, Dunant, je dirais pas qu'il s'inquiète, mais disons qu'il constate que la santé d'Huguette se détériore. Alors il appelle un médecin. Le médecin lui dit un truc du genre « Pour l'instant, elle ne sert plus à rien, vous êtes complètement cinglé d'avoir esquinté sa poitrine comme ça ». Mais il ne signale pas à la police la jeune fille de 18 ans attachée, torturée et violée dans le sous-sol du pavillon rue des Violettes. Non,
Il dit juste qu'elle ne sert plus à rien. Cet homme n'a jamais été inquiété et je suppose qu'il a continué à pratiquer la médecine. Toujours est-il que Dunant comprend qu'il va devoir avoir la main un peu moins lourde sur Huguette, au moins pour quelque temps. Il lui faut donc une remplaçante. Et qui de mieux qu'Huguette pour l'aider à la recruter? Une jeune femme du nom de Michaela cherche du travail à Auxerre quand elle tombe sur une annonce à NPE, l'ancien Pôle emploi, France Travail, postée par les Dunant. Michaela appelle même l'ANPE pour s'assurer qu'il s'agit d'une annonce sérieuse. Cette fois, c'est Huguette qui se rend avec Claude Dunant au café pour appâter Michaela. À peine arrivée dans le petit pavillon d'Apoigny, Claude Dunant lui met une panière pleine de linge entre les mains, puis lui demande d'aller l'étendre en bas. Il la suit dans l'escalier, lui lance une couverture sur la tête, et vous devinez la suite. Comme Huguette, ses hurlements, ses gesticulations, ses insultes à chaque fois qu'il la touche ne le font pas reculer. Les jours passent, puis Huguette profite d'un jour de novembre où son tortionnaire est absent pour convaincre Monique Dunant de la laisser utiliser la salle de bain. Elle se précipite vers la porte, dévale les escaliers qui mènent au jardin, ouvre le portillon et court le plus vite possible au milieu de la route. Elle ne pense qu'à mettre un maximum de distance entre elle et cette maison de l'horreur. Lors de la perquisition, les autorités retrouvent Michaela, bien sûr, la croix de Saint-André, des planches, des boîtes d'épingles, des pinces, des entonnoirs, un tournevis, une boîte de boules Thiès et un transformateur de 120 volts. À Michaela, Claude Dunant a dit « Je vais te tuer, je vais te faire disparaître, tu finiras comme les autres, tu boufferas le pissenlit par la racine. » Comme les autres? Quels autres? Claude et Monique Dunant étaient insérés dans la société. Claude avait un poste à responsabilité dans une entreprise de surgelés. C'était un amateur de jazz qui tenait une émission de 2 heures le dimanche après-midi sur une radio locale. Il était dans le même parti politique que Jean-Pierre Soisson et avait quitté la station dans laquelle il animait son émission pour rejoindre à la demande de Soisson sa station Radio Cadet Roussel. Monique Dunant sera condamnée par la justice, mais elle a tout du profil d'une victime. Son mari la prostitue depuis des années et il y a sur son corps la trace des mêmes sévices que ceux infligés à Huguette et Michaela. Pour ceux qui en doutent, il l'a crucifiée par la langue sur une planche. Une fois arrêté, Claude Dunant s'est plaint. Il n'était qu'un pion au milieu de tout ça, il ne pouvait pas s'arrêter, il le faisait pour ses clients, des gens très haut placés. Parmi les clients, Huguette se souvient du premier, un Allemand, Helmut. Il lui a enfoncé des épingles sur tout le corps, en l'obligeant à dormir avec, à même le sol. Le mec a payé 3000 balles pour ça. Et c'est pas tout le monde qui a 3000 balles. Le juge bourguignon, le même qui a mis l'affaire des disparus d'Auxerre sous le tapis, reçoit Huguette et Michaela, mais il ne leur pose aucune question sur les clients. Aucune. D'ailleurs, les 3 carnets avec les noms et les adresses de ces clients vont tout bonnement disparaître. L'avocat de Monique Dunant l'assure, il y avait des Lyonnais, des marchands de chaussures. Et l'avocat du mari, de Claude, confirme que seuls 2 ou 3 hommes ont été identifiés, mais pas les gros bonnets, comme ils disent. L'autre question qu'on se pose, c'est la suivante. Huguette et Michaela sont-elles les seules victimes? Les Dunant ont vécu partout, du Sénégal à la Normandie, en passant par la Bretagne, Paris et Lyon. Et en France, ils cherchaient des pavillons un peu isolés et auraient déménagé une quinzaine de fois. Il faudrait fouiller leur jardin pour bien faire, interroger les clients, mais rien de tout cela ne sera fait, ni même pensé à mon avis. Les enquêteurs apprennent tout de même l'existence d'une troisième victime avant Huguette et Michaela. En janvier 1983, Isabelle Ringlé se prostitue en même temps que Monique Dunant sur les bords de Lyon. Elle est piégée et attachée par Claude dans le sous-sol du pavillon d'Apoigny. Il fait venir un certain Christian Grimard qui a payé pour la violer. Mais après le viol, la jeune femme le supplie de la sortir de là. Elle répète « Dunant est complètement fou ». Imaginez demander à votre violeur de vous sauver la vie. Quelle horreur! Alors Christian part, appelle Claude sur le téléphone de la maison et le menace. Soit tu libères Isabelle, soit je préviens les flics.
Dunant s'exécute et Christian Grima attend la jeune femme à l'extérieur pour l'emmener loin de là. Et entre le départ d'Isabelle et l'arrivée du guet au pavillon, un témoin qui s'est rendu chez les Dunant a constaté la présence d'une jeune fille d'environ 20 ans avec des difficultés mentales. Mais sur le coup, ça ne l'a pas interpellée. Où est passée cette fille? Qui était-elle? L'instruction menée par le juge bourguignon dura 6 ans. Aux assises, Claude Dunant écopera de la perpétuité sans peine de sûreté, Monique Dunant de 5 ans d'emprisonnement et Christian Grima sera condamné à 6 mois de prison. 2 autres clients seront arrêtés, mais n'attendront pas la date du procès. Paul Lefort meurt d'une crise cardiaque en 1984 et Georges Étievant d'une crise cardiaque en 1990. Un quatrième client est aussi identifié, un certain monsieur Joseph. Allez savoir pourquoi on ne peut pas avoir son nom. Bref, comme ses amis lui donnent des alibis, il bénéficie d'un non-lieu ordonné par le juge d'instruction Jacques Bourguignon. L'un des journalistes, alors c'est pas drôle, mais bon, vous allez voir, l'un des journalistes qui couvre le procès est contacté par l'abbé de Boisseau, donc c'est l'abbé de la cathédrale d'Auxerre, qui juge visiblement son article mauvais et l'accuse de, je cite, manquer de bienveillance, d'empathie et de ne pas avoir le sens du pardon. Envers Claude Dunant, bien sûr. Mais attendez, il y a pire. Claude Dunant est libéré au bout de 6 ans grâce à un combo de vices de procédure et de soutien d'un membre du clergé haut placé. Ce membre du clergé, c'est Georges Fritsch, de la Fraternité Notre-Dame, qui fréquente assidûment la cathédrale d'Auxerre et rend visite aux prisonniers. Vous savez, la rédemption, tout ça, tout ça. Fritsch rencontre donc Claude Dunant en prison et comme il connaît Jean-Pierre Soisson, eh bien, il passe par lui pour écrire une lettre au ministre de la Justice de l'époque, Pierre Arpaillange, et défendre la conduite exemplaire de M. Dunant et la mise en place d'une semi-liberté. 3 semaines après la réception de cette lettre par le garde des Sceaux, Claude Dunant est remis en liberté. Georges Fritsch va le chercher à la sortie de prison. Par la suite, Dunant habitera dans de grands appartements payés par on ne sait qui, mais s'arrangera quand même pour être insolvable afin de ne pas indemniser ses victimes. Il affirmera à des journalistes avoir eu parmi ses clients, c'est un terme très positif client, je devrais dire parmi les violeurs sadiques, des notables, dont un chirurgien, un magistrat et un homme politique connu au niveau national. Il finira par récupérer l'argent d'une de ses compagnes, morte bizarrement lors d'un voyage en Italie, avant d'enfin mourir lui aussi en 2021. Quant à Monique, elle est morte en tombant dans les escaliers en 1997 et Christian Grima, il a tué son épouse avant de retourner l'arme contre lui en 2001. Chapitre 9. Reprendre le combat. L'affaire du pavillon d'Appoigny, l'affaire Dunant, l'affaire Huguette et Michaela, appelez-la comme vous voulez, montre surtout qu'à Auxerre, dans les années 70 et 80, on se fiche pas mal des filles de la DAS et des personnes atteintes de handicap. Plus largement, on s'en fout des femmes. Je vous rappelle qu'Émile Louis est libre dès 1984 et que même déclarer un non-lieu officiel à l'enquête de Christian Jambert sur les disparitions, c'est too much. On accroche juste un post-it non et on perd le dossier, c'est plus pratique. Et Dunant a passé 6 ans derrière les barreaux pour avoir séquestré, violé, torturé et vendu 2 jeunes filles. Bref, j'ai pas les mots. Vous vous souvenez de Pierre Charrier, le directeur de l'IME d'Auxerre, fondateur de la Page? Eh bien, en octobre 1989, les gendarmes le découvrent sur un parking en train d'agresser sexuellement une de ses pensionnaires, Nathalie, 23 ans, atteinte d'un handicap mental, en présence d'un autre de ses protégés à l'arrière. Avant et après sa condamnation à 6 ans de prison, il se défend en disant qu'elle l'avait cherché, que c'était pour assurer son éducation affective, sexuelle, ce genre d'excuses aberrantes et courantes chez les pédophiles et les violeurs qui sont dans l'église ou dans le milieu de l'éducation. Le conseil d'administration de la Page ne se constitue pas partie civile, ce qui est une forme de soutien à leur secrétaire général. Nicole Charrier devient directrice de l'IME suite à l'arrestation de son mari. Bah oui, tiens, pourquoi pas.
Et la victime, Nathalie, reste dans le même établissement où Nicole la traite de sale petite pute dès qu'elle en a l'occasion. Voilà donc les gens qui ont défendu Émile Louis. Des directeurs d'établissements pour handicapés, parfaitement intégrés dans la société auxerroise, coupables de maltraitance et de viol sur leurs pensionnaires. Quant à Christian Jambert, il a été muté à Nevers en 1987. Il est maintenant assigné derrière un bureau, même s'il continue de suivre la trace d'Émile Louis de loin comme il le peut. Mais les années passent et les chances d'arrêter son suspect et de le mettre hors d'état de nuire s'amenuisent. D'autres personnes, citoyens, avocats, journalistes, vont alors s'investir dans l'affaire et permettre sa résolution en se basant sur son travail. Tout commence quand Pierre Maunoir, dont le frère handicapé est placé dans un établissement de la région, rejoint le conseil d'administration de la Page. Il reçoit dans sa boîte aux lettres, anonymement, un rapport de la DAS qui expose l'incompétence et la mauvaise gestion de l'IME par Nicole Charrier. Alors Pierre Maunoir, ce grand gaillard d'une quarantaine d'années qui ne s'embarrasse pas des convenances, demande en plein conseil d'administration l'exclusion de Nicole Charrier. Le retour de bâton ne se fait pas attendre. La séance est immédiatement suspendue. Alain Drouin, président de la Page et ancien directeur de cabinet de roulement de tambour Jean-Pierre Soisson, et les autres têtes de l'association vont le voir pour négocier. Puis, quand il voit que ça marche pas trop, menace de porter plainte contre lui. Pierre Maunoir, doté d'un esprit de contradiction comme on les aime, commence alors à enquêter sur les Charrier, sur la Page, bref, sur le milieu des gestionnaires du handicap dans Lyon. Et il commence à entendre ici et là des rumeurs de disparition. En secret, des éducateurs prennent en photo les dossiers des femmes disparues dans les archives de l'IME de Gratry pour les lui confier. En 1992, Pierre Maunoir fonde avec Jeannette Beaufumé l'association de défense des handicapés de Lyon. Un jour, le président du conseil départemental de Lyon reçoit Pierre Maunoir et lui reproche de vouloir salir le département avec ses enquêtes. Le 22 mars 1995, Pierre Maunoir intervient dans Les auditeurs ont la parole sur RTL pour parler des disparitions. Dans les jours qui suivent, il est convoqué par le directeur de la DAS qui assure le convoqué de la part du préfet et l'invite à ne pas participer à la diffusion de rumeurs et de fantasmes. Une fois de plus, Pierre Maunoir ne se démonte pas et quitte les lieux en lançant « Parfait, donc on se retrouve au tribunal ». Il se fait rattraper dans la cour par le directeur de la DAS en panique. « Non, mais on va s'arranger, vous comprenez, blablabla ». Pierre Maunoir contacte alors l'émission de TF1 Perdu de vue, animée par Jacques Pradel. On l'invite à discuter avec Stéphane Mounka, le journaliste de l'émission, qui va devenir une personne clé dans l'affaire, et lui dit « Écoutez, il y a 4 filles de la DAS qui ont disparu alors qu'elles étaient à l'IME de Gratry, à Auxerre. On maltraite les handicapés dans Lyon. » Il parle de Martine Renaud, Chantal Gras, Madeleine de Juste et Christine Marlot. La première étape est de vérifier qu'elles ne sont pas réapparues quelque part depuis. Le journaliste demande aux mairies leurs actes de naissance qui reviennent presque vierges, ce qui signifie qu'elles ne se sont pas mariées et n'ont pas eu d'enfants. Il contacte la Cotorep, qui gère les pensions de personnes handicapées, mais les 4 femmes sont inconnues au bataillon. Si elles travaillent, la caisse de retraite doit les connaître. Alors Mounka appelle son contact, mais rien non plus de ce côté-là. Il tente ensuite de retrouver les familles, mais à l'époque, je vous rappelle qu'Internet n'existe pas. Il doit donc contacter par Minitel tous les Gras, de Juste, Marlot et Renaud du répertoire. Le journaliste tombe, par chance, assez rapidement sur Gisèle Gras, qui vit près de Dijon. Oui, c'est elle, la mère de Chantal, placée à 14 ans. Il retrouve ensuite la mère de Madeleine de Juste. Quand il appelle Técupier, un des membres du CA de la Page, pour avoir sa version des faits, l'homme lui répond, très énervé, « Ne publiez pas ça. De toute façon, les filles n'ont jamais disparu. Tentez de le prouver. » Sauf que Stéphane Mounka, il est un peu comme Pierre Maunoir. Plus on lui dit d'arrêter, plus il a envie de fouiller. Et peu à peu, le journaliste commence à voir apparaître le nom d'Émile Louis un peu partout. La mère de Chantal, à qui il avait dit « Un jour, quand votre fille aura 18 ans, elle partira ». Un papier de Lyon républicaine racontant l'arrestation d'Émile Louis pour attouchement sur mineur. Bref,
Ça l'intrigue. Alors il appelle la gendarmerie d'Auxerre, où on lui répond qu'on n'a rien sur les filles disparues. Par contre, il existe un dossier sur Émile Louis, une enquête préliminaire faite par un gendarme du nom de Christian Jambert. Et c'est ainsi que Pierre Monnoir et Stéphane Monca apprennent qu'il n'y a pas 4 filles disparues dans l'Yonne entre 1977 et 1979, mais 7. Le 25 mars 1996, Pierre Monnoir et Jeannette Beaufumé apparaissent dans l'émission Perdu de vue. L'identité des filles et leurs photos sont diffusées pour la première fois. Pierre Monnoir cherche un avocat, car pour avoir accès aux infos et aux procédures déjà faites, il faut un avocat. Mais on lui a dit non à 3 reprises. Il profite donc de ce moment de télévision pour appeler à ce qu'un avocat courageux entre en contact avec eux. Et c'est le cabinet d'avocats de maître Pierre Gonzalez de Gaspard, où travaille Corinne Herman, qui va le contacter. Vous connaissez peut-être Corinne Herman et Didier Seban, sinon je vous conseille fortement de regarder ce qu'ils font. Ils défendent les victimes des tueurs en série, des disparus, des cold cases. Bref, ce sont des figures incontournables dans les dossiers qui nous intéressent. L'affaire des disparus de Lyon commence enfin à prendre de l'ampleur. Les médias s'y intéressent, et les Français aussi. Mais pour vous donner une idée de l'appétence de Jacques Cazal, procureur d'Auxerre de l'époque, pour ce dossier, je vous cite ses propres mots. Même si le chauffeur de car me dit « je les ai tués », ça relève de la prescription, donc je le relâche. Avant 2017, la prescription pour meurtre est de 10 ans. Il n'y a dans son cerveau de juge pas de place pour la recherche de la vérité. Pierre Gonzalez de Gaspard demande donc la copie du dossier au tribunal. Mais petit problème, on lui répond qu'il n'y a pas de dossier des disparus de Lyon et qu'il a été classé en 1984. Alors, normalement, soit il y a un dossier et il a été classé, soit il n'y a pas de dossier. Ça ne peut pas être les deux à la fois. Pour faire avancer l'affaire, les familles prennent rendez-vous pour déposer plainte pour enlèvement, séquestration, ce qui n'est pas prescriptible, avec constitution de partie civile. Ça leur permet d'accéder aux éléments du dossier. Le 3 juillet 1996, Christian Jambert, retraité, croise les familles des disparus, Corinne Herman et Pierre Gonzalez de Gaspard, dans les couloirs du tribunal. « Vous êtes sur la bonne piste, faut pas lâcher », leur dit-il, plantant ses yeux dans ceux de Corinne Herman. Le rendez-vous avait beau avoir été fixé en avance, quand tout ce petit monde entre dans le tribunal, on leur dit que le juge est en vacances et que la greffière est absente. Et finalement, la greffière apparaît et on leur dit « Benoît Lewandowski arrive d'ici 1 heure ». Monsieur le juge ne devait pas passer ses vacances très très loin du centre-ville d'Auxerre. La greffière fait rentrer l'avocat et Corinne Herman, mais exige la sortie du tribunal des familles et des journalistes. Les familles sont révoltées. Elles sont traitées exactement comme elles ont été traitées jusqu'à maintenant. Les familles seront plus tard entendues par le juge pour qu'il étudie leurs plaintes, puis le temps passe et le juge ne décide rien. L'avocat de l'association va le forcer à prendre une décision par huissier de justice. Et Jacques Cazal va décider quelque chose de très rare. Il va prononcer une ordonnance de non informé, ce qui signifie en gros qu'il refuse de faire son travail. Mais cette ordonnance permet de faire appel. Et enfin, une bonne nouvelle de la part de la justice dans ces affaires sordides, le 7 mai 1997, la Cour d'appel de Paris décide que le dossier n'est pas prescrit et ordonne donc au juge d'instruire le dossier. Chapitre 10. Suicide ou assassinat? Le 4 août 1997, Philippe Jambert entre dans le pavillon de son père, dont il n'a pas de nouvelles. Sur la table de la cuisine, un petit mot écrit à la main qui ne le rassure pas. Pour les assurances vie, il y a suicide, mais je suis malade, donc ça doit être bon. Pardon Isabelle chérie, papa, clé garage en ville. Le mot papa est souligné d'un trait net. Philippe fait le tour de la maison. Dans la chambre de son père, la housse d'une carabine ou d'un fusil, il ne sait pas trop, est posée sur le lit. Philippe appelle sa sœur, puis il contacte les gendarmes. 2 gendarmes qui ont connu Christian Jambert débarquent au domicile.
Ils parcourent les pièces avec les enfants de leurs collègues retraités, lisent le petit mot, jettent un œil à la housse de carabine. Ça ne présage rien de bon. En descendant les escaliers qui mènent au garage, ils tombent sur le corps de Christian Jambert. Il est allongé au sol, parfaitement allongé sur le dos, le bras droit le long du corps, l'avant-bras gauche posé sur sa taille, comme le ferait quelqu'un qui dort. Mais sous sa tête, une mare de sang. Une carabine 22 longs rifles est posée étrangement, à la fois sur le sol et le canon en travers ses tibias, en direction du haut du corps. Quand on regarde les photos, franchement, quelque chose dérange. Et je ne parle pas que du corps, je ne parle pas que de la mort, non. La carabine en travers de ses jambes, pourquoi n'a-t-elle pas glissé sur le sol? Et la seule explication à sa position, c'est qu'il était assis quand il a tiré. Mais encore là, comment dire, je sais pas, honnêtement, on dirait une mise en scène. Après, Christian avait traversé une grosse dépression, du genre à rester en pyjama toute la journée. Faut dire qu'il y a eu les disparus pour lesquels il s'est battu seul contre tous pendant 10 ans et pour rien, puis le divorce et la retraite anticipée de ce nouveau poste de bureau à Nevers. Et puis surtout, il a laissé un mot, une note, des excuses à sa fille, des informations pratiques. Sur place, les gendarmes prennent des photos qui s'avéreront être toutes floues. Ils découvrent aussi 4 douilles. Bizarre. La police technique appelée sur place relève les empreintes sur l'arme, mais noteront dans le rapport que les résultats sont inexploitables et, je cite, qu'il est à noter que plusieurs personnes ont touché cette arme avant notre arrivée. Des prélèvements ont bien été faits sur les mains de Christian Jambert pour vérifier la présence de poudre causée par un tir, mais bizarrement, les analyses n'ont pas été faites, ou alors les résultats de ces analyses ont été perdus. Ça aurait pourtant pu confirmer la théorie déjà arrêtée dans la tête des gendarmes à ce moment-là, celle du suicide. Et puis, comme vous le savez, il faut appeler un médecin pour déclarer officiellement la mort de quelqu'un, qui va faire ce qu'on appelle une levée de corps. Donc le procureur de son bureau décroche son téléphone, mais le médecin légiste qui se déplace habituellement n'est pas disponible. Le procureur réquisitionne donc un médecin d'SOS Médecins. Loin de moi l'idée de dire qu'un généraliste, quel qu'il soit, n'est pas capable de faire une levée de corps. Ça fait partie de leur mission fréquente. Mais celui-là a eu des gestes, comment dire, que je ne comprends pas. J'ai beau retourner ça dans tous les sens, j'arrive pas à trouver une explication, si ce n'est peut-être un excès de zèle, peut-être une envie de briller, je ne sais pas. Car il voit bien que la mort a été causée par arme à feu, que la police scientifique inspecte la pièce et fait des prélèvements. Donc, tout esprit normalement constitué devrait se dire: «Bon, OK, donc là, un orifice d'entrée de balle qui correspond, hop, c'est bon, le monsieur, il est mort, ça semble être un suicide, va sûrement y avoir une enquête, comme c'est une mort par arme à feu, donc je tripote pas trop le corps. Il est probablement mort entre telle et telle heure, vous pouvez l'emmener, au revoir». Mais non, accroupi à côté de Christian Jambert, il va saisir une aiguille à tricoter, trouvée je ne sais où, et l'enfoncer par ce qu'il pense être l'orifice d'entrée de la balle au-dessus de la lèvre pour la faire ressortir dans l'orifice temporal, l'orifice de sortie sur le côté gauche du crâne. Mais évidemment qu'il va forcer pour passer dans les tissus, évidemment. À ce stade, c'est tout simplement de la destruction de preuves. Interrogé plus tard, il dira: «Je suis appelé sur un type qui se suicide comme je suis appelé une fois par mois sur un type qui se suicide. Voilà, point barre. Moi, je conclus en mon âme et conscience, c'est tout». Avant de nuancer, j'avoue que le tort que j'ai, c'est que j'ai ouvert la bouche, mais j'ai pas vu la deuxième balle. Moi, je suis pas légiste, hein. Je veux dire, une balle au fond de la gorge, on la voit pas comme ça. Alors, on fait tous des erreurs dans le cadre de notre métier, mais quand ce sont les médecins qui en font, ça a de sacrées conséquences. Il rappelle lui-même qu'il n'est pas légiste. Justement, il aurait pu dire: «Je suis pas légiste, moi», au moment où le procureur l'a appelé pour le réquisitionner. En fait, ça aurait été judicieux de le dire à ce moment-là, parce qu'effectivement, il n'a pas vu la deuxième balle. D'ailleurs, avez-vous déjà vu un suicide avec 2 balles, vous? Mais comment savons-nous qu'il y a 2 balles si le médecin qui a fait la levée de corps ne l'a pas vu? Bien, après la mort de Christian Jambert, Jacques Casals, le procureur d'Auxerre, indique au parquet général qu'il n'y a pas de doute sur la mort de Jambert et précise qu'il n'y a pas, d'après lui, nécessité de faire une autopsie. Les magistrats vont dans son sens et scellent le dossier
Christian Jambert est inhumé. En 2004, les autorités acceptent finalement, sous la pression du journaliste qui a mené une enquête sur la mort de Jambert, de la famille du gendarme et des avocats des familles des disparus de Lyon, de faire pratiquer une autopsie sur Christian Jambert. On est 7 ans après sa mort. Le 2 avril 2004, son corps exhumé est conduit à l'Institut médico-légal de Paris. La médecin légiste, professeur Lecomte, et le balisticien Jean-Claude Singer ne connaissent pas vraiment l'affaire. Ils savent une chose quand le corps est amené sur la table d'autopsie, c'est que le médecin qui a fait la levée de corps a relevé un orifice d'entrée au-dessus de la lèvre et un orifice de sortie à la tempe gauche. L'autopsie va durer 4 heures. Quand ils sondent l'orifice d'entrée au-dessus de la lèvre, ils constatent que ce qu'il y a derrière, la mâchoire, n'est pas abîmée. Comment vous dire ça? Il n'y a pas de trou. Pas besoin d'être un génie pour comprendre que ce n'est pas l'orifice d'entrée d'une balle. La blessure est superficielle, c'est la trace d'un choc, d'un coup. Il y a bien eu quelque chose, mais pas une balle. Bon, c'est un léger problème. Du coup, il se penche sur l'orifice soi-disant de sortie, au niveau du lobe temporal gauche. Et le balisticien et la légiste, qui sont 1000 fois plus calés sur ce sujet-là que le médecin généraliste, comprennent très vite que ce trou-là, sur la tempe gauche, c'est un orifice d'entrée. Puis, en ouvrant la bouche de Christian Jambert, il découvre un autre orifice d'entrée, au fond à gauche, au niveau des amygdales. Donc si vous avez bien suivi, il y a 2 trajectoires de balles dans le crâne de Christian Jambert. Une balle est entrée dans la bouche et une autre balle est entrée par la tempe gauche. Les 2 trajectoires sont presque à 90 degrés l'une de l'autre. Et ces 2 tirs sont mortels. Le premier, au niveau de la bouche, a explosé le tronc cérébral et le second a beaucoup trop abîmé le cerveau pour que Jambert soit resté conscient après ça. Un mort ne peut pas se tirer dessus. Et si ce n'est pas un suicide, c'est forcément un meurtre, non? C'est d'autant plus bizarre que le bras de Christian Jambert aurait été trop court pour qu'il se tire dans la tempe avec l'arme. C'est une carabine 22 long rifle avec un long canon. Bref, se tirer dans la bouche, ok, mais se tirer sur la tempe, c'est clairement infaisable. Alors, vu les conclusions de l'autopsie, tout le monde s'attend à ce qu'une enquête soit ouverte immédiatement. Mais à la place, les autorités demandent une seconde autopsie. Lors d'une autopsie, désolé pour les détails, mais les légistes découpent, détruisent de la matière. J'ai lu un paquet de rapports et les organes sont sortis, pesés, prélevés. C'est une vraie boucherie. Une boucherie organisée, mais une boucherie quand même. Qu'espèrent les autorités en demandant une autre autopsie? Singer remarque que sur les 1500 analyses qu'il a pratiquées, c'est la seule fois où on a demandé une seconde autopsie. Et elle va être faite à l'Institut médical de Lyon en compétition avec celui de Paris. Je vous cite les mots de l'avocat des familles des victimes, Didier Seban. Il y a une tradition, malheureusement, qui est que quand Lyon conclut à un suicide, Paris conclut à un meurtre et inversement. Ce sont 2 services de légistes qui ne s'aiment pas du tout. Il y a des enjeux de pouvoir partout, même chez les légistes. Et en effet, les résultats de la seconde autopsie, qui a lieu 3 ans plus tard en 2007, sont différents de ceux de la première. Alors, il y a bien 2 balles, mais l'une aurait été mortelle et pas l'autre. Je vous explique ce que j'ai compris de leur conclusion. L'une des balles serait entrée au-dessus de la lèvre, puis aurait fait un trajet assez original, passé derrière l'arcade zygomatique, fait un virage à 90 degrés, esquivé l'œil, puis aurait filé tout droit en s'enfonçant dans le crâne. L'autre balle serait entrée par la bouche, puis aurait terminé sa course de manière rectiligne à l'arrière du crâne. Celle-ci aurait été mortelle. Finalement, on décide de faire une 3e autopsie pour essayer de trancher, à Bordeaux cette fois. Mais avec quelle matière ont-ils travaillé? Pas grand-chose, puisque figurez-vous que la mâchoire inférieure de Christian Jambert a disparu. Perdue en route. Super. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'arme non plus. Bien sûr, c'était prévisible. Cette 3e autopsie ne permet pas de trancher entre la thèse du suicide et la thèse du meurtre. Mais si ce n'est pas un suicide, qui a tué Christian Jambert? Est-ce qu'il en savait trop? Sur quoi? Sur qui? Sur les disparus de Lyon? Sur Émile Louis? Il avait hâte d'être convoqué comme témoin pour en discuter. En 2010, un non-lieu est requis dans l'affaire, ordonné en 2011,
et confirmé l'année suivante. Circuler, il n'y a rien à voir. Chapitre 11. Les aveux. Un mois après la mort de Christian Jambert, Émile Louis est entendu par le directeur de l'enquête, Daniel Véron. 3 heures de garde à vue. Sans doute est-ce une première étape pour confronter le suspect à ses contradictions. Toujours est-il que quelques semaines plus tard, Daniel Véron meurt à son tour. Enfin, l'enquête est confiée à la brigade de recherche de Paris. La pression médiatique est devenue forte. Les disparus, l'affaire Dunant, l'affaire Charrier, la mort de Jambert et le fait qu'un suspect court toujours, tous les regards sont maintenant braqués sur Lyon, ce département qui était jusque-là surtout connu pour son club de foot. Les enquêteurs sont expérimentés, ils ont de gros moyens et un objectif clair, ne pas lâcher Émile Louis jusqu'à le coincer. Leur acharnement durera 3 ans. Le 4 octobre 1997, les premières fouilles sont organisées dans un champ de Seignelay où un témoin est persuadé d'avoir vu Émile Louis creuser un trou en 1981, ce que le suspect a justifié en expliquant que c'était pour planter des endives. Bah voyons. Grosse surprise pour le juge d'instruction et les enquêteurs présents sur les lieux. Des familles sont déjà là, accompagnées par les journalistes. La grosse pelliteuse creuse et les avocats des victimes s'inquiètent. Ce n'est pas vraiment du travail de précision. Mais soudain, stupeur générale, la pelleteuse s'arrête, il y a des os. Ces ossements s'avéreront finalement être ceux d'un bovin, mais la détermination des autorités est cette fois visible. Pourtant, il faut encore que les familles, qui se font trimballer par la justice depuis des années, patientent. Le 27 novembre 1998, après 1 an d'enquête, un journaliste qui a rencontré le juge d'instruction écrit dans le Sénonais libéré: après bien des péripéties, on peut affirmer que l'enquête judiciaire a pris de la consistance et que 2 pistes au moins émergent. La piste de la prostitution à Paris. Les gendarmes avouent ne pas perdre de vue non plus le précieux témoignage d'Émile Louis, qui pourrait peut-être, qui sait, être l'une des clés de l'affaire. Je vous passe certains rebondissements parce que sinon on y est encore demain. Je suis déjà à la 35e page de script et je ne veux pas vous perdre. Je vous donnerai à la fin mes sources pour que vous puissiez aller chercher si vous voulez plus de détails. Mais franchement, voilà, il a fallu faire des choix, donc je suis obligée de passer certaines choses. En mai 1999, la fille d'Émile Louis, Marilyn, remet aux enquêteurs des vêtements qu'elle a retrouvés dans le garage de leur ancienne maison. Ces vêtements sont pris en photo par les enquêteurs et développés, puis mis dans un album, comme nos souvenirs des années 80 et 90. Mais c'est seulement quand l'avocat González de Gaspar remarque qu'il y a des taches sur certains vêtements que la gendarmerie lance des tests ADN. On isolera 3 ADN féminins différents qu'il faudra ensuite comparer avec l'ADN des familles des disparus qui seront prélevés en 2000. En août 1999, Gilberte Leménorel, l'ex-conjointe d'Émile Louis, meurt dans un accident de voiture. Un accident étrange, on peut le dire, puisque Gilberte a heurté un talus, puis a été retrouvée recroquevillée sur elle-même à côté de la voiture, aux portières fermées et au pare-brise intact. En novembre 1999, on fouille l'ancien emplacement de la cabane à bestiaux détruite depuis, mais rien. Début 2000, la première femme d'Émile Louis décède. Sa fille, Marilyn, donc la fille aînée d'Émile Louis, parle pour la première fois aux enquêteurs. Et elle raconte la fois où elle est persuadée d'avoir assisté à un meurtre alors qu'elle n'avait que 10 ans. Son père aurait pris une autostoppeuse, puis se serait arrêté dans un bois de Saint-Florentin dans Lyon. À un moment donné, vu que ça s'éternisait, Marilyn serait sortie et elle aurait vu cette femme, cette autostoppeuse, nue, attachée, et elle aurait vu son père l'éventrer. En fait, il l'a déjà violée, elle, sa propre fille, quand elle avait 5 ans, puis à nouveau quand elle a eu 19 ans. Elle l'appelle par son prénom, impossible de l'appeler papa. Ces informations ne tardent pas à fuiter dans la presse. Dès 6 heures du matin, le 12 décembre 2000, les journalistes font le pied de grue devant l'immeuble de la Cité des Billettes, où vit Émile Louis à Draguignan, persuadés de l'arrestation imminente du suspect. Du coup, ils sont un peu surpris de le voir passer près d'eux dans la matinée pour aller au tabac du coin, puis promener son chien. Ils sont à 2 doigts de faire échouer l'arrestation, car Émile Louis les connaît bien, il s'est laissé interviewer à de nombreuses reprises, clamant son innocence.
Les heures passent et France 3 est maintenant au courant. Il s'apprête à dévoiler l'information, ce qui évidemment serait une énorme connerie qui permettrait à Émile Louis de s'échapper ou du moins de détruire des preuves. C'est Corinne Herman et Pierre Monnoir qui les prient de ne rien dire. Un journaliste de France 3 leur confie alors que la fuite provient de la gendarmerie. Finalement, à 18h15, l'interpellation a lieu dans le calme. Elle est suivie d'une perquisition du domicile. Les deux enquêteurs en charge de l'affaire, Guy Potard et Éric Barou, discutent avec Émile Louis, lui signifient ses droits, font venir un médecin à sa demande et le laissent même manger son dîner à 20h. L'interpellé a bien tenté de contacter un avocat, mais ils sont en grève. Quand Émile Louis a fini de manger, les gendarmes organisent le départ de leurs suspects au nez et à la barbe des journalistes, leur mentant sans vergogne et avec le sourire, bien contents de ne pas leur avoir fourni la photo qu'ils attendaient depuis 6 heures du matin, celle de l'arrestation du probable tueur en série. La garde à vue commence à la gendarmerie de Draguignan. Le stress monte chez les deux enquêteurs. Un stress qu'ils ont appris à maîtriser grâce à des années de métier. Un stress positif, un stress qui ralentit le système digestif et tout ce qui n'est pas urgent dans l'organisme pour accélérer la fréquence cardiaque et respiratoire, mieux nourrir le cerveau et les muscles. Un stress qui permet la fuite ou le combat. Ce sera le combat. Émile Louis est derrière le bureau. Lui, il n'est pas du tout stressé ou alors faut lui donner un Oscar. En fait, il est persuadé qu'il va sortir d'ici quelques heures, grand maximum. Après tout, ses filles ont disparu il y a plus de 20 ans. Et les gendarmes vont dans son sens. Les meurtres sont prescrits après 10 ans, il lui montre même le texte de loi dans le code pénal. Puisqu'il ne risque rien, autant avouer, non? Alors, Émile Louis parle. Il parle. Il raconte ses rencontres avec les filles, comment il les a tuées. Il ne mâche pas ses mots. Il commence avec Françoise Lemoine. J'étais son amant depuis 1 an environ. Nous avions l'habitude de faire l'amour soit dans la voiture, soit dans le petit bois. J'ai un trou noir, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'étais plus moi-même, je ne me souviens plus dans quelles circonstances j'ai été amenée à tuer Françoise Lemoine. J'ai traîné son corps pendant 5 ou 6 mètres pour la cacher en bordure de bois. Je suis revenue le lendemain avec une pelle pour enterrer son corps. Il admet tout, en fait, sauf la responsabilité de ses actes. Puis il enchaîne, avoue avoir enterré à proximité une fille de l'IME d'Auxerre, puis une troisième qu'il aurait pris en stop entre Auxerre et Monténot. Les corps des autres jeunes filles qui ont également été tuées et enterrées par moi se trouvent dans la zone du Rouvray et toujours en bordure d'eau. Je pense qu'elles sont toutes enterrées dans un rayon de 200 mètres. Émile Louis est sûr de lui, sûr qu'il peut avouer sans conséquence, sûr de son impunité, sûr de l'immobilisme de la justice. Il faut dire que c'est ce qu'il a toujours expérimenté jusque-là. Il passe la nuit dans une cellule de la gendarmerie de Draguignan et est réveillé avec l'odeur du café et d'un croissant. Les gendarmes font leur devoir, ils appellent l'ordre des avocats du barreau de Draguignan pour demander un avocat commis d'office, mais la grève est reconduite. Alors, quand l'interrogatoire reprend, Émile Louis fait toujours face aux deux enquêteurs. C'est un huis clos à 3. Sans avocat pour lui dire de se taire, le gardé à vue poursuit ses révélations. Je ne peux expliquer ce qui s'est passé. J'ai constaté que Jacqueline ne respirait plus. J'ai mis le corps sous des feuillages, comme les autres, et je suis venue l'enterrer le lendemain, dans la même zone que les autres. Au sujet de Christine Marlot, il explique « Je ne me souviens plus d'elle. Je pense qu'il doit s'agir de la 7e jeune fille que j'ai enterrée dans le même coin que les 6 autres. » Puis Émile Louis fait un malaise. Atteint de troubles cardiaques, il est emmené aux urgences, mais le médecin qui l'examine détermine qu'il est en état de poursuivre l'interrogatoire. Le 14 décembre au matin, à Rouvray, dans l'Yonne, les gendarmes, le juge d'instruction, le procureur, tous se pressent autour d'Émile Louis qui parcourt en botte les berges du Serein et dégage les broussailles. Il ne paraît pas pressé ni stressé. Il a l'air d'un banal pêcheur qui cherche quelque chose. Puis il indique des emplacements, dit à son public qu'il espère ne pas se tromper, que la rivière a changé, qu'il y en a eu des crues et des décrues en 20 ans. Mais bon, que s'il creuse là, et là, et là, il devrait trouver. En fin de journée, conférence de presse. Cette fois, Émile Louis est flanqué d'un avocat, maître Thuot, qui doit se mordre les doigts d'avoir fait grève. Espérant convaincre le grand public et peut-être de futurs jurés,
Il explique aux journalistes: dans le dossier, je n'ai pas trouvé le moindre élément moral ou matériel permettant de dire qu'Émile Louis a séquestré ces jeunes femmes. Cet homme a toujours nié toute implication dans ces disparitions. Il est quand même troublant qu'il dise le contraire plus de 20 ans après. Ses aveux sont surprenants, incohérents et incomplets. Dans le bureau du juge, Émile Louis apprend avec stupeur qu'il est mis en détention provisoire. Et pour la première fois, en 72 heures, il se tait. Chapitre 12. Et après? Le lundi 18 décembre 2000, les fouilles débutent le long du Serein, sous une pluie battante. Vers 15 heures, un gendarme tombe sur des vêtements et des ossements. Émile Louis a dit vrai. Le même jour, Ségolène Royal, alors ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, demande une enquête sur les institutions locales. Le lendemain, Marie-Lise Lebranchu, garde des Sceaux, ordonne une inspection des services judiciaires. Le 21 décembre 2000, une femme dépose plainte à Draguignan contre Émile Louis pour séquestration et viol pour des faits remontant à 1996. Il l'a piégée en prétextant qu'il cherchait une femme de ménage, l'a droguée et elle s'est réveillée nue le lendemain matin dans son lit. Ça ne fait pas 10 ans. Les faits ne sont pas prescrits. Émile Louis n'est pas prêt de retrouver la liberté. Le mercredi 3 janvier 2001, des vêtements sont extraits du deuxième site indiqué par le tueur. À 15 heures le lendemain, un squelette presque complet est déterré du quatrième site. Ces deux femmes ont été enterrées sur le ventre, les bras attachés dans le dos, un slip entre les dents relié à un collant qui entoure leur crâne comme un bâillon. Elles semblent avoir vécu la même horreur que Sylviane Durand, retrouvée 19 ans plus tôt à 200 mètres de là. Maintenant, il va falloir les identifier. 7 tombes au total, et dans 5 d'entre elles, on ne retrouve que des vêtements, pas d'ossements. Durant le mois de janvier, le président des APAGE au niveau national décide de la radiation des membres du comité de l'APAGE de Lyon. Au même moment, Émile Louis se rétracte. Bon, difficile de se rétracter avec brio quand on a montré l'emplacement des corps des victimes. Le 14 février 2001, Émile Louis est mis en examen dans le Var pour viol et acte de barbarie sur sa nouvelle ex-compagne et la fille de celle-ci, âgée de 14 ans à l'époque des faits. 4 jours plus tard, le préfet de Lyon ordonne la fermeture administrative des 8 établissements placés sous l'autorité de l'APAGE de Lyon. Le 1er mars, un rapport de l'inspection générale des services judiciaires pointe les dysfonctionnements de la machine judiciaire dans l'affaire des disparus de Lyon. De nouveau entendu, Émile Louis accuse Pierre Charrier et parle d'un réseau de prostitution. Je voulais quand même revenir sur les magistrats qui se sont occupés des affaires. En mars 2002, 4 ex-magistrats sont convoqués au Conseil supérieur de la magistrature pour leur gestion de l'affaire des disparus de Lyon. Le Conseil rend un rapport à Marie-Lise Lebranchu, toujours ministre de la Justice, qui est chargée de décider d'éventuelles sanctions. Et elle va en prononcer 3. Le retrait de l'honorariat pour René Meyer, procureur d'Auxerre de 79 à 86, la mise à la retraite d'office avec maintien de la pension pour Daniel Stilinovic, donc le substitut du procureur de 81 à 84, puis de 86 à 89, et le déplacement d'office pour Jacques Casals, procureur de 1992 à 2000. Les magistrats se défendent de tout manquement et accusent la presse de les calomnier. René Meyer ne s'est d'ailleurs même pas présenté à la convocation du CSM. Quant à Jacques Casals, il met la responsabilité sur le dos de Pierre Benoît, qui lui aurait caché des informations sur Émile Louis. Si c'est pas se foutre de la gueule du monde, je sais pas ce que c'est. Les 2 principaux syndicats de magistrats, l'Union syndicale des magistrats et le syndicat de la magistrature, protestent contre les sanctions et Jacques Casals fait appel. Le Conseil d'État annule sa sanction, le réintègre et oblige l'État à lui verser 3 000 € en dédommagement. Le 13 avril 2001, les 2 squelettes sont identifiés. Il s'agit de ceux de Jacqueline Weiss et Madeleine de Juste. Jacqueline Weiss, 18 ans, dont Émile Louis avait la garde et qu'il avait soi-disant emmenée à la gare d'Auxerre pour qu'elle se rende à Avallon pour son premier travail. Et Madeleine de Juste, 22 ans, qui peinait à terminer ses phrases et qui lui faisait confiance.
Le 23 décembre 2001, on apprend que la quasi-totalité des dossiers clos par un non-lieu entre 1958 et 1982 ont disparu du tribunal d'Auxerre, envolés. Le premier procès d'Émile Louis a lieu à Draguignan 3 ans plus tard, le 26 mars 2004. Il se présente confiant, papote avec ses avocats, regarde les journalistes, la salle. Il prend 20 ans avec une période de sûreté des 2 tiers pour viol et actes de torture et de barbarie sur sa dernière épouse et viol sur sa belle-fille. Le 23 novembre 2004, Émile Louis reconnaît le viol et la séquestration d'Anne-Marie Ziegler, une voisine, dans le camping du Var. 2 jours plus tard, il est condamné par la cour d'assises de Lyon à la réclusion criminelle à perpétuité avec peine de sûreté de 18 ans pour les 7 viols et assassinats de l'affaire des disparus de Lyon. Il doit verser 60 000 euros de dommages et intérêts aux enfants de Bernadette Lemoine et Françoise Lemoine, 30 000 à la mère de Chantal Gras, 15 000 aux frères et sœurs des 7 victimes et 5 000 à chacune des 15 parties civiles. Mais comme il n'a pas les moyens, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, donc l'État, qui dédommage les parties civiles. Les familles des victimes veulent poursuivre le procès pour savoir ce qui est arrivé aux 5 des 7 disparus, puisque leurs corps n'ont pas été retrouvés. Elles n'ont toujours pas d'endroit où se recueillir, toujours pas de réponse. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment comment il tuait. Est-ce qu'il étranglait ses victimes? Est-ce qu'il les poignardait? Combien de temps les a-t-il fait souffrir? Quels étaient leurs derniers mots? Aussi horrible que fut leur mort, leurs proches veulent savoir. Ils veulent la vérité. Revivre leurs derniers instants pour avoir l'impression d'être avec elles, pour se faire du mal, peut-être aussi un peu, pour avoir une prise sur les événements. Émile Louis, ayant fait appel suite à son premier procès pour viol et acte de barbarie sur son ex-épouse et belle-fille, il est condamné par la cour d'appel des Bouches-du-Rhône à 30 ans de réclusion, soit 10 ans de plus que sa première condamnation. Une petite victoire, l'impression pour les victimes d'être entendues. Le 20 octobre 2013, il meurt dans une unité sécurisée de l'hôpital de Nancy suite à une dégradation rapide de son état de santé. Personne ne le regrettera. Avant de se rétracter, Émile Louis a avoué 7 meurtres et désigné avec précision 7 tombes, enfin 7 trous dans lesquels on a trouvé des vêtements et 2 squelettes. Il a tué Christine Marlot, Jacqueline Weiss, Chantal Gras, Madeleine de Juste, Bernadette et Françoise Lemoine et Martine Renaud. Mais s'est-il arrêté là? Depuis, d'autres noms ont été associés à Émile Louis. Parfois à tort, puisque les Fourniret ont aussi agi dans Lyon, mais pour certaines, un doute raisonnable subsiste. Notamment dans le cas des 2 premières dont je vous ai parlé, Elisabeth Fontaine, retrouvée dans Lyon en 70, et Lucette Evin dans un terrain vague d'Auxerre la même année. Mais il y a aussi Marie-Jeanne Ambroisine Coussin, dont le crâne a été retrouvé en 2018 près du Serein à Vouvray. Elle aussi venait de la DAS, était victime de violences conjugales et avait 10 enfants placés eux aussi. Elle a disparu brutalement en 1975. Petite parenthèse, ces ossements ont été retrouvés en 2018, identifiés en 2023 et le procureur a prévenu et reçu la famille seulement le 20 février 2025. En 2018, un maire de la commune de Bussy-en-Othe appelle Pierre Maunoir pour lui parler d'un corps non identifié enterré depuis des années dans sa commune. Des analyses en 2023 détermineront qu'il s'agit des restes de Smjila Stojanovic. Sans compter les 2 corps non identifiés qu'on avait découverts il y a 30 ans, donc en 97, une femme d'une vingtaine d'années cachée sous des branchages à 15 km de Mont-Saint-Sulpice, et en 98, à Joux-la-Ville, un corps recouvert par des pierres avec de très longs cheveux noirs. Et puis il y a aussi Ségolène Werner, mère de 3 enfants en bas âge, retrouvée morte dans son mobil-home du camping du Blavet dans le Var le 25 novembre 1986. Oui, le même camping qu'Émile Louis. Il gardait ses enfants, parfois. L'autopsie avait déterminé qu'elle était morte d'un œdème pulmonaire, un type d'affection très rare à cet âge, d'après le médecin. Et si Émile Louis l'avait tuée? La mère a fait confiance au médecin et à la juge qui lui a, je cite, conseillé d'oublier cette histoire et de se consacrer à l'éducation des 3 enfants de Ségolène. Et puis, enfin, il y a Sylviane Lesage,
retrouvée dans la cabane à bestiaux le long du Serein. Émile Louis n'a jamais été jugée pour son meurtre. Rappelez-vous, elle ne faisait pas partie du dossier des disparus de Lyon. Et voilà, l'affaire des disparus de Lyon s'arrête ici. Provisoirement, j'espère, puisque des fouilles sont encore faites de temps en temps, comme à Rouvray, près du Serein, en septembre 2024, dans ce que les journalistes appellent le cimetière d'Émile Louis. Que dire de tout ça? Je crois que les événements parlent d'eux-mêmes. J'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est peut-être que le profil d'Émile Louis ressemble à celui de Claude Dunant et de Dominique Pellicot et à tous ces prédateurs qui vivent parmi nous et qui sont en fait des hommes parfaitement intégrés à la société. Peut-être qu'on arrêtera un jour d'être surpris du pire, comme si à chaque fois on découvrait ce que les hommes sont capables de faire et ce que la société est capable de couvrir. Pour ne pas être complètement pessimiste, je dirais que grâce à la science, des affaires sont résolues chaque jour et qu'il est de plus en plus difficile pour un violeur ou un tueur de rester anonyme. Faut-il encore qu'on commence par écouter les victimes? Alors bien sûr, je termine par une pensée pour les victimes de Lyon, ces filles, ces enfants, ces ados, ces jeunes femmes qui avaient toute une histoire et un avenir et qu'on n'a pas su protéger du pire. Je vous mets les sources en commentaire, le livre Les disparus d'Auxerre de Corinne Herman et Philippe Jeanne, la série documentaire La conspiration du silence, diffusée par France Télévisions, et le livre de Marilyn Vinet, Être la fille d'Émile Louis. Merci à vous d'avoir embarqué avec moi dans cet enchevêtrement d'affaires, dans ce scandale français, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Disparu.